Bonjour. Si vous souffrez de problèmes intestinaux de type diarrhée ou constipation, de surpoids, problème de cholestérol ou trop de triglycérides dans le sang, des soucis d'inflammation particulière ou générale, ou simplement que vous souhaitez que votre corps fonctionne plus facilement, eh bien je vais vous proposer deux remèdes triés sur le volet et très intéressants car 100% naturels. Alors, bienvenue à l'école de coach respiration, je suis Jean-Marie Defossé et la coach respiration, c'est une technique de bien-être basée sur l'écoute des besoins fondamentaux du corps. Ces deux remèdes, commençons par le premier, allez-vous le découvrir par vous-même. Je vais citer quelques-uns de ces bienfaits démontrés scientifiquement. Le premier, voyons si vous allez découvrir, c'est cette propriété d'anti-obésité. Il y a vraiment un effet qui permet un évitement de la prise de poids excédentaire. Un autre de ses bienfaits, de ce remède 100% naturel, c'est qu'il est régulateur du transit, et cela d'une façon extraordinaire, puisqu'il convient à la fois aux personnes qui sont constipées et aux personnes qui auraient plutôt tendance à avoir chroniquement des diarrhées. Une autre de ses caractéristiques est d'être régulateur du cholestérol. Dans le cas où cela vous préoccuperait, sachez que ce remède a une action démontrée par des études sur le taux de, entre guillemets, mauvais cholestérol. Également, il a été démontré un effet protecteur du foie. Ce n'est pas tout. Un effet anti-inflammatoire, intestinal et général. Et enfin, un effet antioxydant. C'est-à-dire puissamment antioxydant, et nous verrons qu'il ne faudra pas en abuser, parce que sinon, trop d'antioxydants crée un effet oxydant. C'est un peu paradoxal, mais c'est ainsi. Ça, nous verrons dans les nuances comment utiliser judicieusement ce remède. Alors, avez-vous une idée? Je vous mets là l'article de référence d'où est tirée la majorité des informations ici. Vous voyez, il s'agit de cet article de science sur le caroube, la caroube, qui est décrite ici, présentée comme une opportunité durable pour une santé métabolique. D'accord. Alors, ce caroube, il n'est pas question d'utiliser n'importe comment, parce que la grande question concernant le caroube, c'est quelle partie utiliser. Et là, nous allons voir qu'il y a des choses très différentes qui peuvent être obtenues, le pire et aussi le meilleur. Alors, la caroube, c'est le fruit du caroubier, un arbre méditerranéen. Et cet arbre produit des feuilles, bien sûr, mais aussi un fruit. Le fruit, c'est ce qui entoure les graines en botanique. Un fruit qui est constitué d'une gousse. Dans cette gousse, il y a une paroi qui est très ligneuse et du côté interne de cette paroi, il y a une sorte de tissu un peu tendre qui est particulier, riche en fibres et en sucre. Et dans cette gousse, bien sûr, il y a également les graines. Alors, quelle partie de la caroube est bénéfique à la santé? Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a un mélange dans la littérature scientifique qui n'est pas toujours clair sur la partie utilisée. Alors, on vous vante parfois certains mérites, mais ça ne concerne pas forcément toutes les parties de la plante, loin de là. Entre graines, feuilles, écorce, quelle est la partie qui vraiment est le remède à recommander? Eh bien, commençons par nous intéresser aux graines. Les graines de caroube constituent la gomme de caroube. Les graines sont utilisées avec la pellicule, la peau qui les entoure, qui est enlevée. Et le contenu de la graine, qu'on appelle parfois le germe de la graine, c'est un peu abusif, c'est juste l'intérieur, la partie tendre de la graine, hors enveloppe, c'est la gomme de caroube, utilisée en alimentation, soit sous cette dénomination, soit sous l'abréviation E410. C'est un émulsifiant. Et les études qui se sont intéressées à ce type d'émulsifiant ne sont pas du tout positives. Une étude récente, 2021, indique qu'il y a des problématiques nettes de perturbation de la flore intestinale à cause de la gomme de caroube qui vont toujours dans un sens pro-inflammatoire. Donc, la recommandation que je tiens à vous faire, c'est de ne pas consommer cette
gomme de caroube. C'est parfois un peu ambigu parce que parfois les gens parlent de farine de caroube parce qu'ils considèrent que la farine, ce sont des graines broyées. Non, la farine de caroube, ce sera issu d'une autre partie de la plante. La gomme de caroube, le E410, si vous avez le moindre souci intestinal, je vous conseille de l'éviter. On ne trouve cet additif y compris dans des produits bio, d'une part. D'autre part, on le trouve souvent dans tout ce qui est un peu crémeux, et notamment dans les yaourts végétaux. Alors normalement, on ne peut pas parler de yaourt si ce n'est pas produit laitier, mais vous me comprenez. Et ces yaourts végétaux, pour être gélatineux, bien souvent, les industriels font appel à ce E410. L'alternative, mais qui est plus compliquée d'un point de vue industriel, c'est de produire une véritable fermentation avec des ferments lactiques. Méfiez-vous par exemple des yaourts au soja. Les bons, ceux qui sont bénéfiques, c'est ceux qui ont été vraiment fermentés avec des ferments lactiques et non simplement un rajout de gomme de caroube, par exemple. Donc la caroube, excellent à la santé, nous allons le voir, mais pas les extraits de graines. Petite parenthèse, il existe aujourd'hui des produits d'enveloppe de graines de caroube. Et cette enveloppe aurait des propriétés particulières bénéfiques pour la santé, mais là ce n'est pas alimentaire, c'est quasiment une utilisation médicale, je vais dire, comme complément alimentaire très particulier. Nous ne allons pas développer ici parce qu'il s'agit d'un produit très spécifique. Deuxième partie de la plante, les feuilles. Les feuilles, quant à elles, sont utilisées comme extrait réalisé avec très souvent de l'alcool éthylique. Et là, on observe de nouveau de grandes qualités, mais il ne s'agit pas d'une utilisation alimentaire. Et c'est de nouveau des produits coûteux, très particuliers. Ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, ce sont les cosses. Les cosses, séchées, broyées, vont produire ce que normalement on doit appeler farine de caroube ou poudre de caroube. Et là, vous avez un produit qui n'est absolument pas cher et qui cumule les qualités. Cette poudre de caroube qui ressemble un peu à de la poudre de cacao, eh bien, il est démontré qu'elle agit contre la constipation, on en parlait au début, contre la diarrhée, mais contre l'inflammation, y compris générale, ce qui est tout à fait étonnant, sans doute grâce à ses propriétés antioxydantes, mais également, et voici un article de source de ces informations, antitumorale. Une action sur antiprolifération de cellules tumorales a été observée en laboratoire. Antidépresseur. Si vous avez un coup de morale bas, bien sachez que prendre de la poudre de caroube peut contribuer à remonter votre morale efficacement, très intéressant. Et tout cela, en plus, est accompagné d'un effet sur le cholestérol bénéfique. Un des articles que j'ai pu lire présentait la caroube comme non pas une alternative aux statines, parce que l'auteur marchait sur des œufs et se disait qu'il allait avoir des ennuis s'il disait quelque chose contre les statines, mais il disait qu'en complément des statines, c'était bien intéressant. Peut-être connaissez-vous la levure de riz rouge. Eh bien, visiblement, on pourra obtenir de mêmes effets avec la prise régulière de caroube. Mais, il y a un mais, ce qui est très important, c'est la quantité. Avec l'idée je vous déconseille d'abuser. Sur Internet, vous pouvez voir très facilement, lorsqu'il est question de poudre de caroube, farine de caroube, qu'on vous conseille des quantités proches de 20, voire 40 grammes par jour. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça représente? Une cuillère à soupe bien remplie fait 15 grammes. D'accord? Le problème, c'est que tout récemment, une étude donc de 2023 a mis en évidence que la poudre de caroube avait un effet perturbateur hormonal sur des rats. Alors, les rats ne sont pas des humains, mais enfin, dans ce cas-là, la méfiance s'impose.
D'autant que l'acaroube était, par exemple, indiqué dans les médecines traditionnelles euh, persanes comme un aphrodisiaque et un remède à l'infertilité masculine. Ça indiquait déjà, enfin, cette action peut être expliquée par cet effet sur le système hormonal. Donc, concrètement, ces rats avaient une puberté qui était avancée, qu'il s'agissait de rats mâles ou de rats femelles. Il y avait aussi des modifications tissulaires importantes au niveau des organes reproducteurs, enfin des glandes, des testicules, des ovaires. Et donc, la prudence s'impose et personnellement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser la dose de 10 grammes, qui était celle déjà à partir de laquelle s'observaient des perturbations hormonales, et de prendre simplement par jour une cuillère à café, une demi-cuillère à café, vous aurez ainsi 3 grammes. Et personnellement, j'observe qu'avec cette dose, vous avez déjà des effets positifs sur votre digestion, par exemple. Voilà, donc premier remède, l'acarou, mais la bonne partie de la plante et sans passer dans des quantités qui excèdent ce que le corps a besoin pour prendre le meilleur de ce supplément d'alimentation et pas tomber dans des effets secondaires gênants. Le deuxième remède à présent. De quoi s'agit-il? Je vais à nouveau voir si vous pouvez deviner en regardant, en apprenant, en listant les bénéfices. Alors, devinerez-vous? Voici, il est capable, ce second remède, de contribuer à réguler le taux de sucre. Il a un effet régulateur des lipides, à nouveau, donc pas du cholestérol, mais des triglycérides dans le sang. Il y a une action protectrice du foie qui est démontrée. Il n'a pas d'effet sur l'insuline, contrairement à ce qui est souvent dit. Il y a une méta-analyse, donc c'est une compilation d'études qui a récemment été faite sur le sujet et qui conclut que non, ok pour le taux de sucre, mais pas pour l'insuline. C'est un antidépresseur, lui aussi, comme la caroube, et un effet dans une étude assez récente a été mis en évidence concernant une régulation de l'ovulation. Donc c'est intéressant pour les femmes qui ont des, non pas des cycles menstruels perturbés, pas seulement ça, mais qui ont un souci de régulation dans l'ovulation, qui ne font pas d'ovulation. Sachez que ce remède dont je vais vous parler, en plus de tout ce qui est dit ici, a cette action. Intéressant. Parce que 100% naturel. À condition, nous allons le voir aussi, de l'utiliser correctement. Alors, les références de ces informations, je vous les donne ici. Et ce remède, vous l'avez donc en même temps, il s'agit du vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre, ok, mais quelle partie du vinaigre? Là, c'est très intéressant, parce que ça fait des années qu'on me parle du vinaigre. On me dit, oh, le vinaigre, c'est bien, pourquoi vous ne parlez pas du vinaigre? Le vinaigre, moi, ça me fait du bien, moi, ça me fait du bien aussi. Et j'ai été à la fois, d'abord, j'ai balayé ça d'un revers de main en disant, enfin, le vinaigre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide acétique. Et d'un point de vue physiologique, l'acide acétique, ça n'a qu'un effet, c'est un effet déminéralisant. Donc pour moi, le vinaigre, je ne pouvais pas vous comprendre, accepter que ça ait des effets bénéfiques parce que je considérais que c'était essentiellement de l'acide, une source d'acide. Alors, cet effet déminéralisant, certains vont me dire, mais moi je ne le ressens pas du tout, ça me fait du bien, j'en prends chaque matin, d'accord. Et là, nous ne sommes pas tous faits pareil. Il y a des personnes qui ont une constitution telle qu'ils ne souffrent pas de déminéralisation, et d'autres qui sont chroniquement en lutte contre une tendance à la déminéralisation, voire une véritable déminéralisation. Alors souvent on me demande, mais comment je peux savoir si je suis déminéralisé? Alors c'est pas évident. Si vous faites de l'ostéoporose par exemple, vous êtes déminéralisé, au moins pour rapport au calcium. Si vous avez des tremblements nerveux, si vous êtes d'une nature fragile, c'est-à-dire que le moindre contrariété vous met dans des états anormalement instables,
vous êtes probablement déminéralisé. Si lorsque vous travaillez à la chaleur et que vous suez, dans les jours qui suivent, vous ressentez de la fatigue, voire de l'épuisement, vous êtes probablement déminéralisé. Et si vous avez des soucis digestifs, et notamment un transit rapide, un peu diarrhéique, chronique, très certainement parce que cela crée beaucoup de pertes de minéraux, vous êtes déminéralisé. Eh bien, dans ce cas, chez les personnes déminéralisées, la prise de vinaigre s'accompagne souvent uniquement d'effets négatifs, à savoir une amplification de la fatigue. Donc, le vinaigre de cidre n'est pas intéressant parce qu'il contient de l'acide acétique. Nous verrons plus tard comment peut-être avoir une astuce pour utiliser la partie intéressante sans cet acide, ou au moins avec la moindre quantité possible de cet acide acétique. Une autre partie du vinaigre, c'est qu'il contient des antioxydants. C'est vrai, mais franchement, c'est à l'état de trace. Et je ne pense pas, parce que là c'est un avis personnel, ce n'est pas basé sur un article de science, mais je ne pense pas que le peu d'antioxydants présents dans le vinaigre de cidre permettent d'expliquer les bienfaits que l'on a listés tout à l'heure et dont beaucoup de personnes témoignent. Donc, quelle est cette partie, non pas magique, mais qui expliquerait tout? Eh bien, pour moi, et là c'est une hypothèse personnelle, mais elle est solide et je vous donnerai quelques arguments pour vous le faire comprendre, la clé de l'efficacité du vinaigre, c'est sa richesse en bactéries. Ça, vraiment, pour moi, c'est cela qui peut justifier une action, des actions bénéfiques sur le corps tout entier, tant au niveau intestinal qu'au niveau métabolique, qu'au niveau probablement action antidépressive et peut-être même régulation hormonale. Nous allons en parler en détail. Ces fameuses bactéries, de quoi s'agit-il? C'est ce que les personnes qui fabriquent leur vinaigre appellent la mer de vinaigre. C'est en fait, c'est visible. Alors les bactéries c'est tout petit, mais les bactéries qui fabriquent le vinaigre ont tendance à se regrouper. Et par exemple, vous pouvez voir au fond de certaines bouteilles de vinaigre de cidre, celles que vous devez utiliser d'ailleurs, un dépôt. C'est un voile léger, légèrement gélatineux qui flotte juste au-dessus du fond de la bouteille. Si vous laissez proliférer dans des grandes quantités, parce que vous avez un vinaigrier ou vous vous adressez à une personne qui fabrique du vinaigre, il y en a presque dans toutes les cidreries artisanales, vous obtenez quelque chose de beaucoup plus épais, un peu comme ce qui est appelé champignon du kombucha. C'est en fait des membranes faites de cellulose. Alors, ce n'est pas du tout dégoûtant, ce n'est pas du mucus. Ce sont je vous le dis, des lamelles de cellulose. Ça fait une sorte de peau. Et elles sont uniquement produites par les bactéries fabricatrices de vinaigre. C'est-à-dire spécifiquement ici d'acide acétique. On va en parler plus. Si vous sortez cela du bocal, eh bien vous obtenez cet aspect, ce n'est pas du mucus, c'est quelque chose qui est humide mais non collant. Et cela, ce ne sont pas les bactéries elles-mêmes, ce sont les membranes de cellulose fabriquées par les bactéries. Mais ces membranes sont particulièrement riches en bactéries. Alors, quelle preuve je peux avoir que ce sont ces bactéries qui agissent comme de façon bienfaisante pour le corps? Eh bien, les bactéries du vinaigre, ce n'est pas juste, comme on le lit souvent, acétobactère, acétie, qui transforme l'alcool en acétate, mais déjà ce serait déjà bien intéressant, parce qu'imaginez, dans vos intestins se développent des levures. Il est normal d'avoir un peu de levure, mais trop. Ces levures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des champignons. Ce sont des champignons qui transforment le sucre en alcool. À l'intérieur de vous, dans vos intestins, des petits micro-organismes synthétisent de l'alcool à partir du sucre dans un processus qui porte le nom de fermentation alcoolique. Le problème, c'est que cet alcool est toxique et que votre corps va devoir le détoxifier. Donc ça peut créer, même en petite quantité,
une fatigue. Eh bien, si vous absorbez des acétobactères et qu'elles atteignent vos intestins, elles vont se charger de transformer cet alcool en acétate. Et les acétates, c'est l'acide gras à plus courte chaîne qui existe, et c'est extrêmement bénéfique pour la santé intestinale. Très intéressant. Ensuite, vous avez une autre espèce qui est Gluconobacter, qui, elle, transforme carrément le glucose en acétate. Donc, si vous avez un apport de glucose dans vos intestins, normalement, il aurait dû être en partie assimilé déjà. Imaginons que, parce que vos intestins sont enflammés, cette assimilation n'a pas eu lieu. Ce glucose pourrait profiter à des bactéries qui ne sont pas vos amis, par exemple des bactéries ou d'autres organismes, par exemple les candidats albicans, qui se nourrissent de sucre, les bactéries putréfiantes qui aiment ces sources d'énergie et elles vont transformer gluconobactères, va transformer ce glucose en acétate. Et donc elles vont, à nouveau, ces bactéries vont prendre la nourriture et qui aurait pu être utilisée par des bactéries qui ne sont pas vos amis, et là, transformer cette nourriture en quelque chose de bénéfique, l'acétate. En plus, les acétates, c'est sous forme d'acétate d'hydrogène, donc ça va acidifier le contenu des intestins, relativement assez, pour empêcher la prolifération d'autres bactéries ou micro-organismes qui ne sont pas vos amis. Alors, dans les intestins, c'est plutôt pas être acide comme l'estomac, ça va être légèrement basique, mais sachez que les bactéries putréfiantes, par exemple, parce qu'elles relâchent énormément d'ammonium, arrivent à augmenter très fort enfin réduire très fort l'acidité à l'intérieur des intestins, et ça profite à leur prolifération. Donc non seulement les bactéries du vinaigre vont consommer les sources alimentaires qui pourraient profiter à des bactéries qui ne sont pas vos amis, mais en plus, ce qu'elles relâchent empêche la prolifération de ces micro-organismes qui ne correspondent pas à une flore intestinale intéressante. Une troisième espèce que vous pouvez connaître de façon indirecte, c'est Gluconoacétobacter, et lui vous le connaissez, parce que c'est lui notamment qui travaille dans le kombucha. Alors, le kombucha, c'est autre chose parce qu'il y a une transformation du sucre en alcool, il y a donc une production alcoolique à un moment donné, et je ne ferai pas la promotion pour le moment du kombucha comme je le fais pour le vinaigre, parce qu'il y a un risque, et c'est pareil pour le kéfir, il y a un risque que quand vous consommez le produit, s'il n'est pas arrivé au bout de son processus de transformation, qu'il contienne encore de l'alcool. Et l'alcool n'est pas un cadeau pour votre corps. Ça, c'est vrai pour le kombucha. Pour le kéfir, d'ailleurs, quoi que vous fassiez, le kéfir aboutit à une boisson gazeuse qui contiendra toujours quelques dixièmes de % d'alcool. Donc, par exemple, ce n'est absolument pas une boisson pour les enfants. Donc, ce dont on parle ici, ce sont vraiment les bactéries acétifiantes, de la mer de vinaigre. Tout cela, vous l'avez compris, sont des actions bénéfiques. Autre preuve peut-être que ce sont bien les bactéries qui vont agir pour les bienfaits du vinaigre, pour assurer les bienfaits du vinaigre. J'ai lu quelque part, j'ai lu dans un article de science que ces bactéries, certaines de ces bactéries utilisent, c'est ça que j'utilise le mot utiliserait, l'ammonium comme source d'azote. Donc si dans vos intestins, il y a une production d'ammonium, il y en a toujours une, mais imaginez qu'elle soit augmentée, eh bien ces familles de bactéries, ces genres de bactéries, sont capables de prendre cet ammonium pour se construire elles-mêmes. Et donc ça va contribuer à éviter une production anormalement élevée d'ammonium. Nous en avions parlé dans la vidéo sur la fatigue chronique et ses problèmes de putréfaction et de contamination du sang par l'ammonium. Alors, donc là, nous avons en effet un détox, dans le sens où un abaissement du taux d'ammonium produit, ammonium qui est un neurotoxique extrêmement puissant. Et puis, un autre indice qui est très intéressant, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le vinaigre de cidre
a été reconnu comme ayant un effet antidépresseur. Dans cette étude, ils ont étudié l'effet antidépresseur et en même temps l'effet sur la flore intestinale. Et ils ont arrivé à la conclusion que de fait, le vinaigre de cidre modifiait bel et bien la flore intestinale. Donc, pour moi, ce qui est intéressant dans le vinaigre de cidre, c'est les bactéries qu'il contient. Et d'où l'importance, là maintenant, de faire en sorte de prendre du vinaigre de manière à ce que vous bénéficiez de ces bactéries. La condition va être d'avoir le moins d'acide acétique possible, mais un maximum de bactéries. Alors, comment faire? Vinaigre, c'est plusieurs produits. Du vinaigre blanc, du vinaigre pasteurisé, du vinaigre avec des sulfites. Eh bien, il faut savoir que ce soit le vinaigre blanc, le vinaigre pasteurisé ou le vinaigre avec des sulfites, vous n'avez plus de bactéries vivantes. Donc, ces produits sont absolument inintéressants. Ce qu'il faut utiliser, prendre comme vinaigre, si vous choisissez d'en offrir à votre corps, c'est du vinaigre qui est vivant. Comment obtenir du vinaigre vivant? Eh bien, pour obtenir du vinaigre vivant, il faut qu'il n'ait pas eu de sulfite, qui tue les bactéries, qui n'ait pas été pasteurisé, parce qu'à nouveau les bactéries sont mortes, et surtout pas utiliser du vinaigre blanc. Le meilleur vinaigre vivant sera forcément bio, parce que pour autant qu'il n'ait été ni passé au sulfite, ni pasteurisé, parce qu'une étude a montré que le vinaigre bio était plus diversifié au niveau des bactéries. Donc, première chose à faire, utilisez du vinaigre de cidre bio et vérifiez bien qu'il n'y a ni sulfite ni pasteurisation. Alors, comment faire? Ce n'est pas toujours marqué qu'il y a ou non des sulfites, ce n'est pas obligatoire s'il y a peu de sulfites ou qu'elles ont été ajoutées à un processus antérieur à la fabrication du vinaigre elle-même, par exemple dans le jus de pomme qui a servi à le faire. C'est simple, choisissez des bouteilles de vinaigre dans lesquelles vous pouvez voir le petit voile que je vous montrais tout à l'heure. Ce petit voile, c'est la preuve que des bactéries sont encore présentes et continuent à se développer. D'accord? Cela dit, ça ne suffit pas. Parce que si vous utilisez ce type de vinaigre, ben en fait, les bactéries ne sont pas hyper concentrées à l'intérieur. Et donc, prendre tous les jours une cuillère à soupe de vinaigre, surtout si vous êtes déminéralisé, va poser des problèmes de déminéralisation. Donc, ça ne sert à rien de prendre la partie du vinaigre qui ne contient pas un maximum de bactéries. Et pour utiliser cette partie la plus concentrée, mon attention se porte sur la mer de vinaigre dont je vous parlais tout à l'heure. Cette mer de vinaigre, on pourrait la consommer comme ça. Mais on va avoir un deuxième problème qui est que normalement, quand vous absorbez un aliment, il passe dans l'estomac et si vous êtes en bonne santé, l'estomac produit une telle acidité que tout ce que vous mangez est désinfecté. Les micro-organismes sont tués par cette acidité. Et ce sera le cas aussi des bactéries de la mer de vinaigre. Il faudrait les rendre plus... Il y a deux façons de faire pour éviter que ces bactéries soient tuées dans l'estomac et donc que ces bactéries puissent atteindre vos intestins. Ces deux façons de faire, on peut les combiner. D'abord, ce serait de consommer le vinaigre à un moment où votre estomac ne produit pas énormément d'acide. L'astuce, c'est de consommer ce vinaigre, qu'on consomme toujours dilué, bien avant un repas, ou bien après. Donc je dirais une demi-heure avant ou 2 heures après. De façon à ce que votre estomac considère que ce que vous allez prendre, c'est juste un demi-verre d'eau avec la cuillère de vinaigre de cidre ajoutée. Et vous avalez cela et l'estomac laissera passer assez vite ce liquide parce qu'il considère qu'il n'y a rien de solide à digérer. Première astuce. Deuxième astuce, les bactéries sont plus résistantes lorsqu'elles se sont transformées à l'état de spores. C'est leur forme de résistance lorsque les conditions leur deviennent défavorables. Dans cette mer de vinaigre, lorsque vous la sortez, probablement, selon toute logique, toute vraisemblance, il s'agit uniquement de bactéries qui sont fonctionnelles, qui ne sont pas à l'état de spores, pas à l'état de sorte de petites graines, entre guillemets,
Ce n'est pas une forme de graine, c'est une sorte de repli de la bactérie sur elle-même pour être plus résistante. Moi, je prends la mer de vinaigre et je la laisse à l'air libre. Je la laisse sécher quelques jours. De toute façon, ça ne se décompose pas, ça ne pourrit pas parce qu'il y a une acidité naturelle. Et vous avez là qui vient d'apparaître de la mer de vinaigre qui est un peu séchée, et celle qui est toute rouge, c'est de la mer de vinaigre issue de vin rouge. Et c'est cette mer de vinaigre exposée à l'air depuis plusieurs jours, dont je coupe un tout petit bout, 1 cm², et que j'avale avec de l'eau, une demi-heure avant un repas ou 2 heures après. Donc, à retenir qu'il est très important de ne pas ingérer n'importe quand le vinaigre de cidre que vous pourriez offrir à votre corps. Autre chose très importante, surtout si vous êtes déminéralisé, si vous consommez du vinaigre de cidre, je vous invite vraiment à consommer en même temps la formule reminéralisante qui est donnée dans le mini-guide de coach respiration. Le mini-guide de coach respiration, c'est un ensemble de 8 conseils pour répondre aux besoins fondamentaux du corps. Il y a des mouvements de respiration, il y a des recommandations micronutritionnelles au niveau minéraux. Et ce mini-guide est gratuit, accessible sur les sites coachrespiration.com ou école-coach-respiration.com. Il est gratuit, il est accessible et dedans vous trouvez une formule et des liens pour vous procurer les ingrédients pour concocter un mélange reminéralisant. Mon conseil, si vous utilisez du vinaigre de cidre, apportez en même temps à votre corps ce mélange reminéralisant afin de n'avoir que les bénéfices possibles du vinaigre de cidre et non pas en plus certains effets secondaires. Voilà, nous avons fait le tour de nos 2 remèdes que je vous conseille parce qu'ils peuvent vraiment contribuer à faire fonctionner mieux votre corps. Il s'agissait de la caroube, à condition de choisir la bonne partie, et du vinaigre de cidre, à condition de l'utiliser également de façon judicieuse. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de notre si jolie planète. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.